Alors, dans ce deuxième cours de notre module de communication, nous allons parler de la communication scientifique. Dans le premier cours, nous avions parlé de la communication de façon générale. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de la communication scientifique et on va tout d'abord commencer par une question. Alors, on va commencer notre introduction par une question. Si une nouvelle espèce est observée dans la forêt mais que personne n'en parle ou n'écrit à ce sujet, est-ce que c'est vraiment important? Donc là, on parle d'une nouvelle espèce d'animal, d'insecte, peu importe. Si elle est observée dans une forêt, mais que personne ne va en parler ou ne va écrire à ce sujet, est-ce que cela est important? Donc, est-ce que cette découverte est importante? Je pense que la réponse ici est non. Deuxième question, c'est une nouvelle découverte est réalisée, mais que personne n'en parle. À quoi sert cette découverte? Donc là, on parle de découverte scientifique. C'est un nouveau médicament est découvert, c'est une nouvelle molécule qui va aider à guérir certaines maladies est découverte, mais que personne n'en parle. Est-ce que cette découverte est importante? Et je pense que là aussi, la réponse est non. Donc du coup, la science ne servirait à rien si les résultats scientifiques restaient secrets. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. L'expérimentation, l'observation et la résolution de problèmes en science ne sont qu'un côté de la partie scientifique. Il y a un deuxième côté qui est la communication. Donc il faut à la fois faire de la science, faire de l'expérimentation, de l'observation, résoudre des problèmes, faire des découvertes, découvrir des nouvelles choses. Ça, c'est qu'une seule partie. La deuxième partie, c'est communiquer, c'est découverte. Donc du coup, la science existe parce que les scientifiques sont des écrivains et des conférenciers, a écrit de cette façon le géologue et spécialiste de la communication scientifique Scott Montgomery. Alors, donc ça c'est un scientifique, vous voyez que c'est un géologue. Et son idée c'est que la science, elle existe que seulement parce que les scientifiques principalement et les chercheurs sont des écrivains et des conférenciers. C'est-à-dire c'est des personnes qui vont communiquer leurs résultats. Il n'y aurait pas de science si les scientifiques ne communiquaient pas les résultats qu'ils vont obtenir. Donc peu importe que vous soyez mathématicien, biologiste, ingénieur en environnement ou peu importe la discipline scientifique qu'on va faire, la communication est extrêmement importante. Vous devez communiquer d'une manière qui respecte les conventions de votre domaine et qui fera connaître votre travail à la communauté scientifique. Donc là, il y a un mot-clé qui respecte les conventions de votre domaine. La façon avec laquelle un biologiste va communiquer scientifiquement évidemment, elle va être différente de la façon avec laquelle un mathématicien va communiquer, qui va être différente de la façon avec laquelle un ingénieur va communiquer. Donc il faut suivre les conventions de votre domaine. Nous, en tant que biologistes, on doit suivre des conventions de biologie que nous allons explorer plus on va avancer. L'idée ici, c'est que la science n'existe que parce que les scientifiques doivent écrire et communiquer, donc des conférenciers, ça veut dire c'est des personnes qui vont faire des conférences, donc présenter à l'oral. Donc du coup, qu'est-ce que la communication scientifique si on devait lui donner une définition? La communication scientifique se distingue des autres formes de discours en ce qu'elle est parfaitement transparente et claire. Donc là, on a parlé de la communication scientifique, mais c'est quoi en fait? Eh bien, elle est transparente et claire. Ça veut dire qu'elle ne laisse place à aucune ambiguïté. Elle n'est pas du tout compliquée, elle n'est pas du tout difficile et surtout, elle est transparente et claire. On écrit ce qui doit être écrit, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses qui sont complexes, tout est transparent et clair. Et d'ailleurs, on va détailler ça, plus on va avancer dans le cours. C'est pourquoi chaque mot, donc ça c'est transparence et clarté, chaque mot dans la communication scientifique doit être précis et significatif. Il n'y a pas de mots qui sont mis au hasard. Chaque mot qui est écrit a un sens. On ne va pas juste mettre des mots pour rallonger, on va dire, l'écriture, ou pour rallonger un rapport, ou pour rallonger une communication scientifique. Chaque mot doit être choisi spécifiquement pour être précis et significatif. Et pourquoi l'écriture doit rendre fidèlement et intelligiblement les idées des scientifiques sur la réalité. Donc en gros, on a dit par exemple, les scientifiques vont écrire, vont communiquer sur des découvertes ou des espèces. Ce qu'ils doivent faire, c'est rendre fidèlement et intelligiblement les idées des scientifiques. C'est-à-dire que quand vous lisez ça, vous comprenez exactement ce qui s'est produit. Quand vous lisez un document scientifique, vous comprenez, c'est clair, c'est transparent, c'est précis, c'est significatif et vous comprenez la découverte qui a été réalisée. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce que le volume de recherche produite de nos jours est écrasant. Écrasant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont produites. Les scientifiques apprécient la brièveté. Donc du coup, en tant que scientifique, si on s'intéresse aux découvertes, on va se retrouver avec plein de recherches, plein d'articles qui sont constamment mis à jour. Et du coup, pour les lire rapidement, on doit
Les scientifiques qui communiquent doivent apprécier la brièveté. On doit être bref, c'est-à-dire on doit donner des résumés, on doit vraiment aller à l'essentiel. La concision, qui est là aussi la brièveté, donc aller vraiment être concis, aller à l'essentiel, enlever tout ce qui est superflu, et à la fois un signe de respect pour le temps précieux de votre lecteur, ainsi qu'un signe qu'en tant qu'auteur, donc la personne qui a écrit, qui va communiquer, vous avez réfléchi et choisi vos mots avec soin pour un impact maximum. Alors pour résumer, vraiment pour amener ça, on va dire, de façon beaucoup plus concrète. En gros, la majeure partie de la communication scientifique que vous allez faire, ça va être en forme d'exposé, qu'on va détailler dans les prochains cours. Donc si vous faites un exposé qui est trop long, qui n'est pas bref, donc bref, c'est court, trop long, donc ce n'est pas bref, et qui n'est pas concis, où vous parlez de tout et n'importe quoi, donc ça, c'est un non-respect, donc pour le temps précieux de votre lecteur. Alors vous, votre lecteur dans votre communication scientifique, ça va être votre prof, mais aussi vos camarades. Donc si vous faites un exposé qui fait 30 minutes, c'est un non-respect pour les personnes qui vont assister, mais c'est aussi, ça montre que vous n'avez pas bien réfléchi à votre exposé. Donc vous avez réfléchi et choisi vos mots avec soin et impact. Donc si vous faites un exposé qui fait 30 minutes, ça veut dire que vous pensez que tout est important, vous n'avez pas été précis, vous n'avez pas su choisir les idées les plus importantes, et du coup, de 1, vous ne respectez pas le lecteur, et de 2, vous n'avez pas compris ce que vous êtes en train de présenter. Ça, c'est vraiment pour vous ramener l'idée à la communication scientifique. Un exposé est une sorte de communication scientifique. Donc, bien entendu, une communication concise et courte n'est bonne que dans la mesure où elle est claire et cohérente. Alors, quand j'ai dit que vous n'allez pas faire un exposé de 30 minutes, vous ne pouvez pas aussi faire un exposé de 3 minutes et dire que j'ai été concis, j'ai été clair. Donc, une communication concise, c'est-à-dire courte, n'est bonne que dans la mesure où elle est claire et cohérente. Il y a un milieu entre les deux. Elle doit être claire, on doit comprendre ce que vous êtes en train de dire, et elle doit être cohérente. Cohérente, ça veut dire que il y a un lien entre les différentes idées. On comprend ce qu'il y a au début, on comprend ce qu'il y a à la fin, on comprend ce qu'il y a au milieu. Vous ne pouvez pas, par exemple, parler de quelque chose dans l'introduction, puis après parler de quelque chose de complètement différent dans les chapitres 1, 2 et 3, puis amener une conclusion différente. Donc ça, c'est cohérent. Donc si vous utilisez des phrases redondantes, c'est-à-dire des répétitions, vous répétez à chaque fois la même phrase, ou dénuées de sens, des phrases qui n'ont strictement aucun sens, si vous ne parvenez pas à rendre vos explications compréhensibles, ou si vous négligez d'inclure des informations importantes, vous risquez de produire une image déformée de la réalité. Et remarquez en fait, si on prend un exemple de ce que j'ai écrit ici, chaque mot choisi ici a un sens. Donc si vous utilisez des phrases redondantes, c'est-à-dire des phrases qui se répètent ou dénuées de sens, des phrases qui n'ont aucun sens. Donc remarquez que si on lit ici, chaque phrase a un sens. J'aurais pu ajouter d'autres phrases, mais ça ne sert à rien. Si vous ne parvenez pas à rendre vos explications compréhensibles, vous expliquez, mais vous n'arrivez pas à rendre les explications compréhensibles. Et ça, vous pouvez le remarquer. Si vous avez par exemple un cours qui est complexe, le prof peut faire le mieux qu'il peut en explication, vous n'allez pas comprendre. Donc il y a quand même un lien entre explication et compréhension. Vous devez faire un effort pour expliquer, mais vous devez aussi faire que l'explication soit compréhensible. On peut très bien expliquer quelque chose, mais il peut expliquer quelque chose qui va rester compliqué. Donc explication compréhensible, ou si vous négligez d'inclure des informations importantes, c'est-à-dire des informations qui doivent être figurées dans... Alors là, j'utilise exposé pour vous ramener l'idée, mais des informations qui doivent figurer dans un document scientifique, vous risquez de produire une image déformée de la réalité. Et on revient à ce que nous avions dit au début, la communication scientifique, elle permet de donner et de communiquer les découvertes qui vont être réalisées. Et du coup, si on communique quelque chose qui est faux, on va déformer la réalité. Et ça, c'est une grave erreur. Donc, affinons maintenant notre définition opérationnelle pour dire que la communication scientifique est un style de communication qui vise à diffuser des informations scientifiques de manière objective, succincte et efficace. Donc, objectif, donc ça c'est le contraire de subjectif. Objectif, ça ne signifie pas qu'on va communiquer en ayant un objectif, bien que ça soit le cas. Mais là, objectif, ça veut dire qu'on ne va pas donner notre avis, on ne va pas être subjectif, on ne va pas dire ce qu'on pense, on ne va pas dire nos opinions. Succincte, donc ça veut dire qu'elle va être courte et précise et efficace. Ça veut dire qu'elle répond à un besoin particulier, elle va donner une réponse bien particulière. Donc on va reprendre la définition parce que ça c'est un point important. Qu'est-ce que la communication scientifique ? Eh bien c'est ça. La communication scientifique est un style de communication qui vise à diffuser des informations scientifiques de manière objective et non pas subjective, de manière succincte, donc courte, précise et efficace, de façon compréhensible. Alors, avant d'aller plus loin, maintenant, il faut voir en fait la différence entre la communication scientifique et la communication de science. C'est deux
termes, désolé, qui sont différents. Et vous, en tant que biologiste, vous êtes dans le domaine scientifique et vous devez très bien comprendre la différence entre communication de science et communication scientifique. Et je pense que pour vous, la majorité du temps, vous allez utiliser la communication de science. Donc déjà, voyons voir la différence entre les deux. Donc la communication scientifique n'est pas une communication de science. C'est pas la même chose. On va voir pourquoi. Ils peuvent partager certaines généralités, donc il y a le mot-clé science dans les deux, mais le public, l'objectif et le style sont très différents pour chacun. Et les mots-clés ici, c'est le public, la communication scientifique et la communication de science est différent. L'objectif de chacune de ces communications et le style sont très différents. La communication de science sert à rendre les découvertes scientifiques intelligibles à un public général. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la communication de science et non pas scientifique, elle va servir à prendre les découvertes qui ont été faites par les scientifiques et les rendre simples et compréhensibles pour des personnes générales, pour un public général, c'est-à-dire pour un public qui n'est pas scientifique. On va par exemple leur parler d'une espèce qui a été découverte, et on va utiliser des termes simples, on va essayer de leur expliquer ce qui s'est produit. On va parler par exemple d'un vaccin, on va parler d'un médicament. Ici, l'idée générale, c'est que le public cible, c'est un public général. L'objectif, c'est juste rendre intelligible, et le style est aussi très différent. On va parler du style maintenant. On privilégiera généralement les formes journalistiques ouvertes et un style plus informel ou créatif. Vous voyez, le style, ça va être un style journalistique, un peu comme ce qu'on va lire dans un journal, ce qu'on va lire dans un magazine. Un style plus informel, donc plus libre, on va dire, plus léger, et créatif. Donc là, on peut faire appel à la créativité, on peut utiliser des métaphores, on peut utiliser des exemples, on peut utiliser des histoires ici, on peut utiliser des émotions. Donc le style est très différent. Cette communication emprunte souvent aux conventions journalistiques, on a dit, donc ça va être un peu lié à ce que font les journalistes, et à la rédaction créative pour expliquer le monde naturel d'une manière à la fois informative et divertissante. Vous voyez, le mot-clé ici, c'est divertissante, manière informative et divertissante. Donc je reviens ici pour ramener un peu plus l'idée, pour que vous compreniez. Quand vous faites un exposé, vous n'allez pas essayer de faire un exposé divertissant, c'est-à-dire un exposé qui va être drôle, ou un exposé où vous allez utiliser des exemples ou des métaphores. Vous allez vraiment donner les informations les plus scientifiques possibles. Donc du coup, un exposé, ce n'est pas une communication de science, c'est et c'est ce qu'on va voir maintenant, une communication scientifique. Donc la communication scientifique est conçue pour s'adresser à un public de spécialistes. Un public de spécialistes, ça c'est le mot-clé. Quand vous faites un exposé, vous n'allez pas le faire devant un public général, vous allez le faire devant votre prof, et votre prof est généralement un spécialiste, qui n'ont généralement pas besoin de longues sections de contexte ou d'explication de concepts de base. Donc vous n'allez pas expliquer c'est quoi l'ADN à votre prof, vous n'allez pas expliquer les principes de base à votre prof, il connaît déjà ça. Le public est un spécialiste qui attend une certaine organisation et une structure de la communication. Donc quand vous préparez une communication scientifique, il y a toujours une structure et une organisation qu'on va suivre. Donc on va toujours passer par l'introduction, méthode, résultat, discussion, etc. La fameuse IMRAD qu'on va détailler dans les prochains cours, si courant dans le domaine scientifique, et qui sont à l'aise avec les formules longues, les mots latins et grecs et les graphiques complexes. Donc, pour simplifier, communication scientifique, c'est ce que vous faites quand vous communiquez à un public spécialiste. Communication de science, c'est ce que vous allez lire, généralement utiliser, c'est pour ça que j'ai inclus ça ici, quand vous lisez quelque chose qui va communiquer une découverte, mais qui va la communiquer de façon pas nécessairement très scientifique. Donc on va prendre un exemple ici pour illustrer la différence entre les deux. Donc là par exemple vous avez un site Passeport Santé et vous avez le titre Tout savoir sur le diabète. Et là vous avez par exemple une définition du diabète. Le diabète est une maladie incurable, etc., etc. Donc du coup la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que ça c'est une communication scientifique ou est-ce que c'est une communication de science? Communication scientifique ou communication de science? Je vais vous laisser réfléchir un peu à ça. Je pense que la réponse est assez claire. Ça c'est une communication de science et non pas une communication scientifique. Alors pourquoi c'est une communication de science? Parce que c'est un site internet, parce qu'il n'y a pas de structure et parce que le public cible, c'est des personnes générales. Tout le monde peut lire cet article et peut le comprendre. N'importe qui peut prendre cet article-là et comprendre. Ici, le public cible est un public général. Le style, vous voyez qu'il n'y a pas d'introduction, on ne va pas suivre un style qu'on va utiliser en fait dans les domaines scientifiques. Et c'est un site internet. Donc clairement, c'est une communication qui n'est pas scientifique, c'est une communication de science. Deuxième exemple maintenant, l'activité physique dans le cas du diabète de type 1. Et là, on va voir, nous avons un sous-titre, évaluer les risques pour l'autorisation et la prescription d'activité physique. Vous avez les auteurs ici, donc c'est encore un site internet. Là, vous avez le nom du journal. Ça, c'est une communication scientifique.
C'est très différent. Dans les deux cas, on est en train de parler du diabète, mais la façon avec laquelle les deux éléments sont amenés, ça c'est une communication scientifique. La première, c'est une communication de science. Et généralement, on va parler de ça dans le prochain cours, quand vous cherchez à avoir des sources d'informations, vous devez essayer d'avoir des sources d'informations et de communication scientifique et non pas de communication de science. C'est un point extrêmement important auquel on va revenir dans le prochain cours. Donc, parlons maintenant de la communication scientifique. Où est-ce qu'on va la retrouver? Eh bien, on va la retrouver dans les revues scientifiques. Donc, les articles de recherche publiés dans des revues scientifiques. Ça, c'est un article de recherche publié dans cette revue. Ok, ça, c'est le nom de la revue. Et ça, c'est un article de recherche. Ça, c'est un site. C'est un article publié dans un site. Que voici. Donc, du coup, la communication scientifique, on va la retrouver dans des revues scientifiques. Les articles de recherche publiés dans des revues scientifiques sont le principal moyen de communication scientifique. Vous pouvez accéder par exemple à ces articles en utilisant la bibliothèque universitaire ou en ligne via des bases de données académiques telles que PubMed, Web of Science, etc. On verra les différentes bases de données dans le prochain cours. Deuxièmement, on peut avoir une communication scientifique dans les conférences académiques, conférences ou séminaires. Donc là, les chercheurs ils vont présenter leurs travaux lors de conférences académiques, synaptums et colloques. Ces événements attirent un public de spécialistes. Donc généralement, quand il va y avoir une conférence, on ne va pas inviter des gens général, hein, on ne va pas inviter des gens du public général. Les personnes qui vont assister à une conférence sur le cancer, ça va être des médecins, ça va être des pharmaciens, ça va être des infirmiers, ça peut être des biologistes, mais ça ne va pas être un public général. Hein. Les personnes qui vont assister à une conférence de biologie, ça va être des biologistes. Donc c'est des personnes, c'est en fait un public cible bien spécifique, c'est des experts. Ces événements attirent un public de spécialistes et permettent de partager des résultats de recherche et de discuter des avancées scientifiques. Dans les conférences académiques, là, ça va plus être des communications orales, là, ça va être des communications écrites, mais ça reste des communications scientifiques. Les thèses et les mémoires aussi. Les thèses de doctorat et les mémoires de master, de recherche sont des documents académiques qui contiennent des informations détaillées sur des sujets spécifiques. Ils sont généralement disponibles dans les bibliothèques universitaires. Donc, qui va aller lire une mémoire ou une thèse? C'est une personne qui est intéressée. Donc, il y a un public cible bien précis et du coup, c'est un document scientifique. Est-ce qu'on peut écrire un mémoire comme on le souhaite? Eh bien non. On doit suivre des normes, on doit suivre des réglementations. Vous ne pouvez pas écrire par exemple une thèse de doctorat comme vous le souhaitez quand vous allez écrire un livre. Et enfin, vous avez les sites web académiques. Alors, quand j'ai parlé de sites internet, je vais revenir rapidement. Donc j'ai dit que les sites internet, c'est généralement des communications de sciences, mais pas tous. Il y a des sites internet, des sites web académiques, donc, où certains chercheurs et universités vont publier des informations scientifiques sur des sites web ou des blogs académiques. Là, le mot-clé, c'est académique. Certains ressources peuvent contenir des articles scientifiques, des résumés de recherche et des rapports techniques. Bon, on verra ça pour le prochain cours. Je vais vous montrer en fait comment est-ce que vous pouvez accéder aux revues scientifiques et aux sites web académiques. Point plus important, c'est que tous les sites web ne sont pas des sites web académiques. Donc du coup, il y a certains sites web qui vont donner des communications scientifiques et non pas des communications de sciences. Parlons maintenant de la communication de sciences. Donc là, on va la trouver dans des magazines scientifiques, par exemple des magazines populaires tels que Scientific American, National Geographic. Donc National Geographic, c'est une communication de sciences et non pas une communication scientifique. Qui va regarder National Geographic ou lire National Geographic? Eh bien tout le monde. Tout le monde peut regarder. Vos parents peuvent regarder ça, vos amis peuvent regarder ça. Donc le public cible ici, c'est un public général. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour regarder cette chaîne. Et New Scientist publie des articles de sciences destinés à un public, vous voyez, plus large. Ils rendent les découvertes scientifiques accessibles et intéressantes pour le grand public. Donc là, on va expliquer quelque chose de façon beaucoup plus large, beaucoup plus vague, sans entrer dans les détails. Après, nous avons les émissions de télévision, par exemple, ou la radio, par exemple, des émissions de vulgarisation scientifique telles que Cosmos et C'est pas sorcier. Donc ça, c'est des émissions de télévision qui vont présenter la science de manière divertissante à un public non spécialisé. On peut aussi nous retrouver dans des sites web de vulgarisation scientifique, donc de nombreux sites web tels que Science News, Life Science ou IFLS Science. IFL Science plutôt publie des articles et des vidéos qui expliquent des concepts scientifiques de manière accessible. Donc on pourrait par exemple ici parler de YouTube aussi. Donc YouTube, on peut trouver des communications de sciences dans YouTube. Mais on peut aussi trouver des communications scientifiques. Donc ça dépend de la personne qui présente et ça dépend d'où la vidéo a été filmée. On peut très bien par exemple, si on revient ici, filmer
une conférence, ok, filmer une conférence académique et la mettre dans YouTube. Bien que la majorité des communications que vous allez trouver dans YouTube, ça va être des communications de science. Et enfin, on peut se retrouver avec des livres de vulgarisation scientifique, donc de simplification, on va dire ici, scientifique. C'est des livres qui vont être écrits par des auteurs comme Carl Siegel ou Stephen Hawking ou Neil deGrasse Tyson. Je pense que vous connaissez ces personnes. Si vous regardez National Geographic, vous connaissez probablement de qui je parle ici, qui sont destinés à un public général et expliquent des concepts scientifiques complexes de manière compréhensible. C'est des livres, mais ce n'est pas nécessairement des livres scientifiques. Et enfin, nous avons les médias sociaux. J'avais parlé de YouTube tout à l'heure, mais de nombreux scientifiques et communicateurs de sciences utilisent des médias sociaux pour partager des informations scientifiques avec un public plus large. Donc on peut parler de YouTube ici, on peut parler d'autres réseaux sociaux. Par exemple, un réseau social professionnel, c'est LinkedIn. On peut trouver des communications de sciences, mais ce n'est pas nécessairement des communications scientifiques. Alors maintenant, parlons un peu du style de la communication scientifique. C'est ça qui va nous intéresser, nous, c'est la communication scientifique. Alors son style, il est assez simple. Même si vous n'avez jamais lu d'article dans une revue scientifique, et je pense que normalement vous avez déjà lu 1 ou 2 articles dans une revue scientifique, vous avez sûrement eu la chance d'étudier un manuel scientifique, donc un livre scientifique. Et vous avez donc probablement l'idée que l'écriture scientifique privilégie la précision, donc il faut être précis, et la concision. Il faut être court et évite généralement les métaphores, les histoires et les appels émotionnels. On ne va jamais utiliser d'émotions dans une écriture scientifique, on ne va pas utiliser de métaphores. Alors les métaphores, en fait, c'est quand on va utiliser des exemples ou des histoires pour expliquer un concept. En science, on n'utilise pas de métaphores et on ne va pas utiliser des histoires. On ne va pas raconter des histoires ou des anecdotes. Par exemple, un article de recherche sur la génétique dans une revue scientifique en biologie va énumérer les résultats expérimentaux de la recherche de manière factuelle, en donnant juste les faits. Okay, on ne va pas donner d'opinion, on ne va pas donner d'histoire, on ne va pas faire des appels émotionnels, on va juste donner les faits. Qu'est-ce que nous avons obtenu en utilisant un langage technique et des équations sans faire appel à des anecdotes. Vous voyez, donc anecdotes, c'est des histoires. Donc là, le chercheur, il ne va pas dire quand j'ai travaillé dans le labo, j'ai eu un problème avec cet appareil, où il s'est produit cet événement, où nous avons eu un problème avec ce réactif. Non, il va juste dire nous avons réalisé une étude et nous avons obtenu ce résultat. Tout ce qui est anecdote, tout ce qui est histoire, on va l'enlever. Ou à l'émotion. Donc il ne va pas dire c'était difficile de faire la recherche, il ne va pas dire c'était compliqué ou je suis très heureux de faire cette recherche. Non, il va juste donner les résultats qu'il a obtenus. Il va utiliser les chiffres, les tableaux, les graphiques qui sont les éléments clés pour démontrer les conclusions. On verra comment utiliser ce genre de choses dans la communication scientifique. Alors maintenant, on va, pour terminer, plutôt avant de terminer, on va dissiper quelques mythes sur la communication scientifique. En ce qui concerne le style, on va énormément parler du style au cours des prochains cours parce que ça, c'est un cours de communication scientifique. Donc, il faut bien comprendre en profondeur le style de la communication scientifique et c'est quelque chose que je vais détailler pour vous dans les prochains cours. Donc maintenant on va dissiper, donc on va éliminer dissiper c'est le mot, c'est éliminer on peut dire, quelques mythes sur la communication scientifique. Mythes ça veut dire des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. Et la première chose c'est que la communication scientifique n'est faite que par des scientifiques. Donc du coup on pourrait penser que la communication scientifique ne sera faite que par des scientifiques et ça c'est faux. Ça, c'est pas juste. Pourquoi ? Parce que vous, en tant qu'étudiant, vous vous engagez dans la rédaction scientifique chaque fois que vous allez rédiger un rapport, par exemple un rapport de stage, c'est un document scientifique, c'est une communication scientifique. Un exposé est une communication scientifique ou un document de recherche. D'ailleurs, vous serez amené à faire un mémoire, et le mémoire, l'an prochain, c'est un document scientifique, c'est une communication scientifique parce qu'elle va suivre des règles et elle est destinée à un public cible. Qui est-ce qui va lire votre mémoire l'an prochain ? Ça va être votre encadrant, ça va être les membres du jury et ça va être les étudiants qui vont venir après vous dans la même spécialité, voire même d'autres spécialités. De plus, des rédacteurs professionnels tels que des rédacteurs techniques et biomédicaux sont souvent appelés à produire des manuscrits en collaboration avec des scientifiques. Donc en gros, pas nécessairement que les scientifiques vont faire ça, on va se retrouver avec des rédacteurs professionnels, c'est-à-dire des personnes qui font ça de façon professionnelle. Et voici un fait un peu connu ici, c'est que la rédaction scientifique peut être une profession lucrative. Alors profession lucrative, c'est un travail qui paie bien. Okay, on peut être très bien payé en tant que rédacteur scientifique. Alors chez nous, c'est pas encore arrivé, donc on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais dans les pays développés, on fait ça. Donc qu'elle soit exercée dans le domaine universitaire ou dans le monde de l'entreprise. Donc en gros, pour simplifier, il y a des entreprises qui vont demander à des chercheurs de leur écrire en fait des documents scientifiques.
D'ailleurs, c'est ce qu'on va détailler maintenant. La rédaction scientifique n'est effectuée que dans un cadre académique, c'est-à-dire que dans l'université, alors que ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que les sociétés pharmaceutiques, les sociétés biomédicales, les laboratoires privés de recherche et de développement et les organismes de recherche clinique, même les sociétés d'ingénierie professionnelle et les sociétés de marketing, vous avez même les cabinets juridiques, donc les cabinets d'avocats, vont employer des professionnels ayant une formation en rédaction scientifique pour produire des rapports, des articles, des protocoles, des subventions, des rapports de marketing, des pièces justificatives historiques et tout ce qui pourrait être nécessaire pour étayer toute décision impliquant la science. Donc si on a envie d'impliquer la science, il faut rédiger un document scientifique, il faut faire une communication scientifique. Alors nous, on n'est pas encore là, mais si on prend par exemple un laboratoire privé de recherche qui veut développer un médicament, ou par exemple une société biomédicale, ils cherchent à développer un médicament, ils sont obligés de faire une communication scientifique. Et pour faire une communication scientifique, ils doivent faire appel à une personne qui a déjà une formation en communication scientifique. Et c'est ça que j'ai dit ici. Je vais revenir. C'est ça ce que j'ai dit ici. Donc la rédaction peut être une profession lucrative. Alors pas chez nous, ok, mais si vous avez l'opportunité ou l'occasion d'aller visiter d'autres pays ou d'aller vivre dans un autre pays, vous pouvez très bien en fait vivre en faisant de la rédaction scientifique, en travaillant par exemple avec des sociétés biomédicales ou des laboratoires privés pour prouver, donc en fait, et pour leur permettre de publier leurs recherches et leur permettre en fait de communiquer leurs résultats. Vous serez peut-être le seul scientifique d'une société d'études de marché à créer des rapports marketing pour l'industrie pharmaceutique. Donc, industrie pharmaceutique, vous avez une industrie, ils veulent travailler sur un médicament, ils veulent prouver que leur médicament fonctionne. Ben, ils auront besoin d'une personne qui sait faire une communication scientifique pour publier leurs résultats. Donc le monde universitaire est bien entendu l'un des plus grands générateurs d'articles scientifiques, mais ce n'est pas le seul. L'université, c'est elle qui va généralement donner le plus de communication scientifique, mais ce n'est pas la seule. Et enfin, troisièmement, la communication scientifique n'est qu'un simple outil et elle ne demande pas de réflexion. Alors ici, réflexion, ça veut dire qu'on peut la faire sans nécessairement réfléchir, il suffit juste d'écrire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le style est assez simple. Donc on doit être objectif, on doit être clair, on doit être court. Donc on ne va pas faire beaucoup de réflexion, on ne va pas beaucoup réfléchir à ce qu'on va écrire. Et ça aussi, c'est faux. Pourquoi? Parce que la communication scientifique a des rigueurs, donc a des règles ici, qui ne ressemblent pas à la plupart des types d'écriture qu'on vous a demandé de faire jusqu'à présent. En fait, quand vous allez rédiger votre mémoire l'an prochain, ou quand vous rédigez un article, ou quand vous faites un exposé, il y a toujours des règles à suivre. On ne peut pas faire comme on veut. On doit toujours suivre ces règles-là. Et le truc, c'est que ces règles, quand on va les suivre, eh bien une bonne communication à l'écrit ou à l'oral, eh bien elle va favoriser une pensée claire, puisqu'elle se concentre sur la logique, la précision et la clarté. Il faut être logique dans sa communication scientifique, il faut être précis, il faut être clair. Et ça fait que quand on sait, donc avoir une idée claire et organiser des processus et genres de communication vous aidera très probablement à organiser votre réflexion sur votre sujet, vous obligera à être systématique dans votre approche et vous apprendra à être succinct, cohérent et précis. Pour simplifier, une personne qui sait bien communiquer son sujet, c'est une personne qui a bien compris son sujet. Et les deux vont de pair. Pour réussir à bien communiquer, vous devez le comprendre. Et pour le comprendre, vous devez essayer de le communiquer. Donc du coup, la communication scientifique, ce n'est pas un simple outil, ce n'est pas une série de règles que vous allez suivre, c'est quelque chose qui demande une profonde réflexion. Il faut vraiment réfléchir à ce que vous allez dire, à comment est-ce que vous allez communiquer. Encore une fois, c'est des choses que nous allons détailler dans les prochains cours. Et lorsque vous pouvez communiquer facilement sur un sujet, cela signifie que vous le maîtrisez. C'est très simple. Lors d'un exposé, quand un étudiant expose et qu'il expose mal, ça veut dire qu'il comprend mal son sujet. S'il arrive à bien articuler ses idées, à bien exposer, que ce soit oralement ou à l'écrit, ça veut dire qu'il a bien maîtrisé son sujet. Et du coup, s'il a bien réfléchi, s'il a bien utilisé les règles de la communication scientifique, il ne devrait pas avoir de mal pour communiquer. Passons à la conclusion maintenant. Donc, ce que nous avons vu dans ce cours, c'est la définition de la communication scientifique et nous avons dit la communication à mémoriser, c'est celle-ci. La communication scientifique est un style de communication qui vise, donc ça, c'est le mot-clé, qui vise à diffuser des informations scientifiques de manière objective, succincte et efficace à un public cible. On pourrait ajouter un public cible de spécialistes. Nous avons vu la différence entre la communication scientifique et la communication de science. La communication de science, on va la trouver dans les magazines, on va la trouver dans des émissions à la télé, à la radio, dans des sites web généralistes. La communication scientifique, on va la trouver généralement dans des revues scientifiques ou dans des séminaires ou colloques scientifiques. Nous avons vu que le style de la communication scientifique est précis,
concis, clair, net, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de beaucoup d'exemples, on va directement à l'essentiel. Et nous avons vu les 3 mythes de la communication scientifique. On a dit que la communication scientifique n'est pas réservée seulement au domaine académique, donc elle est utilisée dans pratiquement tous les autres domaines, même dans le marketing, même dans le droit, même dans les sciences biomédicales. Bien que les sciences biomédicales, en fait, ils font partie de la science. Nous avons vu que la communication scientifique ne se limite pas seulement aux scientifiques. Vous aussi, quand vous écrivez un rapport de recherche, quand vous faites un exposé, vous êtes en train de faire une communication scientifique. Et enfin, troisièmement, et ça c'était le point le plus important, nous avions vu que ce n'est pas seulement un outil, mais qu'elle va demander une certaine réflexion. Voilà, donc avec ça, nous avons terminé notre 2e cours sur la communication scientifique. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris un de ces points, il vous suffit de me contacter directement par email en me posant vos questions ou en les envoyant en bas de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. On va se retrouver donc pour notre 3e cours dans lequel on va entrer beaucoup plus en détail dans la communication scientifique et on verra la prochaine fois d'où tirer les données scientifiques, quelles sont les sources qu'on va utiliser pour extraire les données scientifiques pour après pouvoir les présenter.